Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Merci Philippe que nous nous sommes rencontrés au siège du CNRS et j'avais eu le malheur d'accepter de faire un exposé devant les directeurs d'unités du CNRS dans les sciences informatiques, robotiques, etc. pour justement faire part du médecin face au numérique. Et voilà, je me retrouve ici devant vous, un peu nu, parce que en fait, mon domaine d'expérience, c'est sur le système rénine-angiotensine, le clonage, les maladies expérimentales, etc. J'aurais pas de problème. Mais là, je vais vous montrer comment un médecin qui est aussi donc impliqué dans la clinique de tous les jours, dans son hôpital, a vu et voit maintenant se développer le numérique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis aussi ces trois affiliations, finalement, le collège, l'hôpital européen Georges Pompidou et l'unité de recherche de l'INSERM que j'ai dirigée un certain temps. Alors, comme Philippe vient de le rappeler, nous faisons face aujourd'hui à une médecine en 4P. Comme moi j'ai une mémoire qui flanche, j'ai indiqué les 4P, prédictive, précision, participative et préventive, mais je vous en rajoute un, qui est les preuves. C'est une médecine qui devrait être, dans la mesure du possible, fondée sur les preuves, et j'en dirai un mot tout à l'heure. C'est une révolution, en quelque sorte, que de penser la médecine ainsi, puisque nous passons finalement d'une médecine curative à une médecine préventive. On va essayer de personnaliser, en tout cas une médecine de précision, et une médecine participative qui ne fait plus du patient quelqu'un de passif et de neutre, mais au contraire réellement un acteur de la santé. Et nous passons aussi d'une médecine finalement qui va s'intéresser à un patient par rapport à une médecine qui brassait des patients, qui était une médecine fondée sur des statistiques pour en quelque sorte tirer des leçons. Alors, je vais faire une analogie, pour la première fois vous allez me dire si ça passe ou pas, entre la médecine et la physique. Je dirais que la médecine d'aujourd'hui, la médecine prédictive, c'est à la physique ce qu'est la physique quantique à la physique. C'est-à-dire qu'en physique quantique, on regarde l'évolution d'une particule une par une en les refroidissant et à ce moment-là, on peut déterminer le comportement d'une particule. Et l'idée, à l'heure actuelle, dans cette médecine très fondée sur un certain nombre d'arguments pour prédire ce qui pourrait arriver sur des données individuelles, c'est un peu cela aussi. C'est de passer d'une médecine globale à une médecine impliquant l'individu. Alors en 1980, nous avons commencé avec mon ami Joël Ménard, mais surtout avec Patrice de Goulet, Gilles Châtelier et toute l'équipe d'informatique à travailler de près sur le dossier de nos patients qui était un dossier d'hypertension artérielle. Alors ça avait pas mal d'attrait car c'est une médecine qu'on peut quantifier, on mesure la pression artérielle, il y a plusieurs manières de le faire, mais en tout cas on a des chiffres que l'on peut mesurer. On avait naturellement dans ce dossier un assez grand nombre d'items, comme vous le voyez, pour nous ça semblait important à l'époque. On a intégré les données biologiques de base, pas les données d'imagerie, et naturellement nous pouvions traiter les patients, voir l'effet sur de nouveau une mesure quantitative de la pression artérielle et leur suivi. Donc nous avions à la fois des données structurées, des données textuelles, et nous pouvions, en théorie, à l'heure actuelle, on peut faire un lien avec les données de l'assurance maladie, le SNIRAM, ou des programmes médicaux de système d'information, le PMSI. Le point qui est très important, quand nous avons conçu cela, nous ne l'avons pas du tout conçu comme un outil de recherche, mais comme un outil de gestion. Nous voulions savoir ce que nous faisions. Et donc pour apprécier, si vous voulez, le service médical rendu, nous avions comme idée d'informatiser l'ensemble de ces éléments. Alors, vous voyez, nous n'avons donc, comme je le disais, pas intégré un certain nombre de données importantes, ce qui peut être naturellement réalisé aujourd'hui. Nous n'avons pas pu exploiter pratiquement jusqu'à maintenant les données de morbidité et de mortalité, surtout à long terme. Ceci dit, je fais juste une petite incidence pour dire qu'on a été extrêmement déçus en reprenant les certificats de décès de nos patients, de voir que pratiquement 25%
des informations des certificats de décès ne nous ont rien permis de tirer comme renseignement du fait de leur imprécision, imprécision administrative et imprécision du diagnostic. Donc ça, c'est vraiment un point important. Quand on parle de données massives, il faut savoir quelles données, quelle est la véracité de ces données, leur précision. Quelques résultats en un mot. Je pense que nous avons montré réellement pour la première fois en France que ce que connaissaient très bien les Anglais, il y a des inégalités socio-culturelles importantes en lien avec l'hypertension artérielle. Nous avons pu récupérer des familles informatives en matière de génétique grâce aux antécédents que nous avions notés, ce qui nous a permis de faire les premières études réellement familiales de génétique d'hypertension artérielle avec Xavier Jeunemaître, avec la possibilité de faire des études qu'on appelle trio, des études de paires de germains. Nous avons pu déterminer le profil du non-observant et aussi naturellement de voir un certain nombre d'effets secondaires dus à des médicaments, de faire des courbes, même 12 réponses, analyse a posteriori, n'est-ce pas, du type de celles que l'on peut réaliser maintenant à l'heure actuelle avec la donnée massive. Les difficultés sont intéressantes à savoir. Nous avions très bien connaissance de l'absence d'exhaustivité du dossier. On ne pouvait pas matériellement le faire. Ce n'est pas facile lorsqu'on est passé de Brousset à l'hôpital Pompidou. Il y a eu des changements qui fait que la mise à jour du logiciel nous a posé des problèmes. Il peut y avoir des différences d'ontologie entre les bases des différents centres. C'est un point important. Qu'est-ce qu'on attend par hypertension rénovasculaire, etc. Et je le disais, la fiabilité des données nous a posé tout de suite un problème. Il faut dire aussi que nous n'avions pas de consentement éclairé, ce qui fait que dans les données rétrospectives que nous avons étudiées, nous les avons fait sans avoir informé les patients. Nous avons pu apprécier l'acceptabilité des personnels de santé, qui est quelquefois une question que les gens se posent. Et notre expérience, on a quand même plus de 40 ans d'expérience et environ 55 000 malades. Donc si vous voulez, ça donne quand même une idée. L'acceptabilité était grande. Quelques médecins étaient réticents, mais d'une manière générale, le personnel soignant a très bien joué le jeu et nous faisions nos consultations derrière un ordinateur. Ça n'a pas posé de problème, et ceci dès les années 75-80. Mais nous savions très bien qu'il fallait passer à une autre échelle parce qu'il y avait pour un seul médecin trop de données, trop d'informations, trop de patients, trop d'années de suivi, surtout dans une maladie chronique et complexe comme est l'hypertension artérielle. Et donc là, vous avez vu 4P, là je vous propose 4V pour les données médicales, c'est-à-dire qu'il y a de très nombreuses variables, donc une volumétrie qui est extrêmement importante, une variété de types de données, tout ça vous le savez, avec coexistence de données structurées et non structurées, une accumulation extrêmement rapide des données en peu de temps. Et la question qui se pose, c'est, pour moi en tout cas, comme clinicien, c'est la véracité de ce que l'on va enregistrer. Alors la pression artérielle, ça peut sembler un cas idéal, parce que justement, vous avez une pression systolique, une pression diastolique. Oui, mais comment mesure-t-on la pression ? Les appareils de mesure de pression ont changé. Quand on est passé notamment de Brousset à l'HEGP, on a changé de type de mesure, ce qui fait que ça nous a posé tout de suite des problèmes. Et puis, il y a couché, debout, le rôle de l'infirmière qui peut faire monter la pression artérielle, mais ça dépend du sexe. Tout cela a été quantifié, a été vu. Mais vous voyez, c'est vrai qu'une infirmière saignante fait monter la pression artérielle. En revanche, une infirmière sérieuse fait moins monter la pression artérielle qu'un médecin. Et le médecin, plus il est gradué, plus fait monter la pression artérielle. Bref, vous voyez les difficultés qui peuvent se présenter. Alors aujourd'hui, quelle est la réflexion qu'on peut essayer de se faire ensemble de façon très simple ? Vous avez trois partenaires. On parle toujours du médecin, du patient, du système de santé, mais les trois interagissent. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué qu'il y a trois partenaires et qui nous intéressent, nous, je dirais, en tout cas, à l'hôpital, pour voir comment ces trois partenaires interagissent les uns avec les autres. D'abord, le partenaire malade. Alors, ce n'est plus du tout le malade que nous avions dans les années 75-80. D'abord, il a été montré, notamment par une étude de l'INSERM qui s'appelle WIST, si je ne m'abuse, qu'un grand nombre des patients ont d'abord consulté Internet, ou ils le font par l'intermédiaire d'un qui a consulté Internet pour eux. D'autre part, il y a naturellement la
connexion possible pour eux de leurs données de santé grâce à des appareils c'est ce qu'on appelle maintenant le web, l'Internet des instruments, avec la possibilité de suivre son poids, sa glycémie, sa pression artérielle, quoi que ce soit pas si simple que cela, le rythme cardiaque, etc. Avec en plus la possibilité de mesures intéressantes faites soit à domicile et comparées à ce qui se passe à l'hôpital. Là, nous nous sommes rendus compte des différences qui peuvent exister, avec un débouché intéressant qui est l'autotraitement. Donc, si vous voulez, tout cela, cette médecine connectée a fait du patient quelqu'un de différent de ce qui existait antérieurement. Et puis, bien sûr, il y a les réseaux sociaux et les associations de patients. Je suis très intéressé par l'association Patients Like Me, que vous connaissez peut-être, qui est une association qui a été créée par 3 frères devant l'un d'entre eux qui était atteint de sclérose latérale amyotrophique et qui, à l'heure actuelle, s'est très bien développée avec plus de 500 000 utilisateurs, une collaboration avec ces utilisateurs et même avec l'industrie pharmaceutique. Alors, ce qui manque ici, pour le patient, c'est le dossier médical partagé. Là, c'est encore malheureusement quelque chose qui n'existe pas. Donc là, simplement pour vous rappeler un certain nombre de chiffres qui illustrent ce que je disais. La santé connectée, c'est aujourd'hui, mais demain ça change, au moins 160 000 applications de santé, simplement pour le sommeil, qui est devenu une obsession chez certains, plus de 500 applications. Alors, il faut bien distinguer ce qui est l'application pour le bien-être, ce qu'on appelle le healthcare, c'est-à-dire la balance, qui est d'ailleurs la première application connectée en matière de santé, de bonne santé, et puis vous avez toute une série d'autres applications. Mais bien sûr, certaines sont absolument essentielles, comme par exemple le monitorage de la glycémie, les pompes à insuline, les possibilités de faire des électrocardiogrammes connectés pour pouvoir prévenir, au sens de avertir éventuellement d'un trouble du rythme, etc. Alors, le point, c'est la fiabilité de ces instruments. Au moins 50% d'entre eux n'ont pas de mention légale. Autrement dit, on ne sait pas s'ils ont été correctement vérifiés. Quand nous utilisons, nous, un appareil de tension, il est validé. Je dirais, il y a des standards pour le faire. En matière je suis quand même surpris que beaucoup de ces applications connectées ont été faites par des gens où il n'y a pas un seul médecin qui participe, si vous voulez, à l'élaboration de l'objet en question. Le point important, en plus, c'est quel est l'intérêt médico-économique? Est-ce que vraiment on a une preuve de l'intérêt d'avoir une mesure connectée avec un outil qu'il va falloir acheter, un logiciel à développer, etc. Et donc, la question du remboursement se pose là immédiatement, parce que s'il n'y a pas de service médical rendu, il est difficile pour la sécurité sociale d'accepter un remboursement de ces objets connectés. Effectivement, à l'heure actuelle, sauf quelques cas particuliers, eh bien, ces instruments sont à la charge du patient. Alors, le patient, finalement, pour résumer tout ça, il a, je dirais, un comportement différent de celui qui existait, en tout cas, une participation de plus en plus active, des informations, et à chaque fois le problème se pose, de l'information validée par rapport aux fake news, et ça c'est pas rien. Si vous regardez le site Santé Plus Mag, peut-être que certains d'entre vous ont déjà regardé, c'est un site complet de fake news. Et donc, là se trouvent vraiment des questions qui rejoignent d'ailleurs les questions de l'inégalité socio-culturelle, parce que les gens qui peuvent raisonner seront moins enclins, je dirais, à prendre ces fake news à la lettre. Il y a tout de même une question aussi qui se pose, toujours dans l'objet pour cette médecine connectée, c'est l'utilisation subreptice des données à l'insu du patient et même du médecin d'ailleurs. La crainte qu'on peut passer de ce qu'on appelle l'hypocondrie à l'hypocondrie, excusez-moi du mauvais jeu de mots, mais de la même manière qu'il y avait des gens qui se faisaient des ulcérations anales en se prenant régulièrement la température, on peut imaginer des gens qui commencent à perturber leur sommeil à force de vouloir quantifier ces anomalies. Voilà. Et puis, bien sûr, les patients souhaitent du médecin qui a un colloque singulier. À telle enseigne que je me demande si le boom à l'heure actuelle des médecines dites alternatives,
chiropracteur, éthiopathie, etc., ne provient pas en partie d'un manque, je dirais, qui s'exprime ainsi. Alors maintenant, regardons du côté du médecin. Alors je ne vais pas en dire beaucoup parce que finalement c'est tellement vaste et l'apport est tellement immense qu'on ne peut pas le faire. Je dirais que simplement, de nouveau, le médecin se trouve démuni de dossier médical partagé. Au passage aux États-Unis, j'ai mis ce sigle parce qu'il existe, c'est Electronic Health Record. C'est obligatoirement enchaîné avec les données de biologie et autres. Voilà. Le médecin a des informations par la santé connectée. Et puis, bien entendu, vous le savez, il y a toute une série de télé qui permettent au médecin maintenant de pouvoir communiquer avec son patient et de recevoir aussi des conseils. J'étais frappé, par exemple, à Brest, il y a une télédialyse qui s'est organisée de façon remarquable pour pouvoir gérer un groupe de patients uniquement de cette façon-là. Et en plus, chaque patient est individualisé et on peut prévoir, avec un système d'intelligence artificielle, les bains de dialyse qui vont être proposés aux patients en fonction de la réponse qu'il a eue à des séances d'hémodialyse antérieures. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les médecins jugent nécessaire d'intégrer le numérique dans leur organisation de soins, ce qui est une réponse intéressante. Alors, en 2018, je ne vais pas vous faire l'inventaire de ce que fait un médecin en termes de données de base, d'examens biologiques et d'imagerie, et finalement, à la fin, il va prendre une décision, on y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, les choses changent, puisqu'on peut faire un phénotypage extensif, qui posera d'ailleurs des questions que je n'aurai pas le temps de traiter. Un génotypage, les omics, alors là, on peut faire tout ce qu'on veut sur les omics, et Dieu sait si on n'en manque pas, y compris les données environnementales. On parle d'exposome à l'heure actuelle et même d'environnementalome, si vous voulez. J'en discutais avec Alain Jacques Vallon qui est intéressé à cela. Et puis, dans l'e-santé, vous avez l'aide au diagnostic, à l'étiologie. Je vais dire quelques mots des maladies rares parce que je pense que c'est vraiment une application intéressante. L'aide au pronostic, au traitement et finalement l'aide à la décision. Alors je reviendrai sur quelques-uns de ces points, mais pas beaucoup, laissant la place ainsi à la discussion. Simplement, quelque chose qui est devenu, je crois, bien connu maintenant des gens qui s'intéressent à ce domaine-là, c'est le fait que dans certains domaines, comme la dermatologie, comme la rétinopathie diabétique, où il peut y avoir un apport du traitement de l'image, mais pas uniquement le traitement de l'image. On n'envoie pas ici, si vous voulez, au médecin l'image de ce névus. En fait, vous allez le voir, l'ordinateur a été mis en présence de plus de 130 000 images de ce type, qui ont tous été catégorisées par une biopsie, et donc il y a une relation entre l'image et le diagnostic, de façon à pouvoir distinguer carcinome de mélanome. Et à ce moment-là, c'est un peu comme dans le jeu de Go, vous avez un logiciel, un algorithme de l'ordinateur qui est supérieur à un panel de 21 dermatologues. Et ceci a été publié dans Nature il y a déjà un an, mais il y a eu d'autres études du même type qui montrent la même chose. De même, j'insiste pour la rétinopathie diabétique, où à l'heure actuelle, la Food and Drug Administration a accepté l'idée qu'il y ait un diagnostic fourni de cette façon-là par ordinateur, ce qui est quand même un point intéressant. Donc voilà ce dont parlait Philippe Cinquin, à savoir la possibilité de traitement digitalisé de toutes ces images avec le diagnostic et ensuite de proposer une image qui n'avait pas été préalablement mise dans la base et de pouvoir proposer ultimement un diagnostic. Alors, quelques mots sur les maladies rares. Il se trouve qu'à la demande du ministère, j'avais été impliqué dans un rapport sur les maladies rares pour la recherche. Je me suis rendu compte d'abord qu'il y avait 7 à 8 000 maladies rares, c'est énorme, mais que l'errance médicale est considérable. On peut mettre quelquefois des années et des années. Et imaginez la détresse des patients et de leur famille. En France, il y a 2 millions de patients atteints de maladies rares. C'est impossible pour un médecin de pouvoir repérer. Et donc, si vous voulez, là, je trouve qu'il y a une application extrêmement intéressante, et notamment la reconnaissance faciale, qui peut être critiquée dans certains cas, mais là, au contraire, c'est un bon usage pour repérer
soit en photo, soit en vidéo, paraît-il, qui est très performante, repérer des maladies rares. J'ai pris simplement l'exemple du syndrome de Rett. Pourquoi? Parce que c'est une maladie relativement fréquente, en tout cas chez la jeune fille. C'est la première cause de polyhandicap chez la jeune fille, et qu'il y a plus d'une vingtaine de gènes qui sont impliqués avec des modulations phénotypiques qui fait qu'on ne peut pas, même si on porte un diagnostic sur l'aspect, sur le phénotype, on ne peut pas pour autant en déduire de loin le génotype. Il y a la génomique, et Catherine Mourguin va vous en parler. Je pense qu'il faut aussi, et ce sera mon seul autre omique, c'est la protéomique. La protéomique est intéressante parce qu'elle donne des indications réellement différentes de celles provenant de l'analyse du génome, qu'il soit de génome somatique ou germinal. Pourquoi? Parce que quand on donne un traitement, il peut y avoir des modifications justement du taux de protéines ou de la qualité du type de protéines impliquées. Et donc, il peut y avoir un intérêt à vraiment, et beaucoup de laboratoires s'intéressent à la protéomique pour ces raisons-là, en plus de la génomique ou de l'épigénomique. Alors, terminons déjà ce tour d'horizon avec l'intérêt des données massives pour le système de santé. Eh bien, d'avoir des données structurées, codées, interopérables, ce qui n'est pas évident du tout, permet naturellement de faire des liens entre les diagnostics, les traitements, la conduite de façon générale du parcours de soins et aussi les données médico-économiques. Et donc, à l'heure actuelle, en France, en plus, on a la chance d'avoir un système de sécurité sociale pratiquement prédominant. Donc, les données du SNIRAM associées aux données du PMSI, associées au certificat d'essai, etc., en théorie, permettent, surtout étant donné leur nombre, 1,2 milliard de feuilles de soins par an, 500 millions d'actes médicaux et 11 millions de séjours hospitaliers, d'avoir des idées sur les aspects socio-économiques. C'est un peu la théorie parce que malheureusement ces outils n'ont pas été au départ développés pour faire de la recherche. C'est pour ça que je prenais l'analogie avec notre démarche à l'hôpital Broussais puis à l'HEGP, qui était une démarche, je dirais, pragmatique de gestion, mais pas plus, si je puis dire. Et donc il ne faut pas demander quelquefois plus. Bien. Alors ceci dit, évidemment ça a un intérêt évident et ça va se développer pour pouvoir avoir une meilleure gestion de la santé et, espérons-le, une diminution des coûts de santé, et surtout un meilleur, encore une fois, un meilleur traitement de nos patients. La question qui se pose, c'est la monétisation des données. Je me permets de vous rappeler que Google et les hôpitaux londoniens ont été, si je ne m'abuse, ont été condamnés pour avoir partagé des informations qui n'avaient pas été autorisées en matière d'insuffisance rénale chronique des patients. Donc, pour voir, ça peut se comprendre, mais on peut comprendre aussi qu'on allait là trop loin, et donc la monétisation et la marchandisation des données est importante. Tous ces trois acteurs doivent interagir ensemble. Je suis persuadé qu'on va faire des progrès là-dessus, mais ça nécessite un certain nombre de réflexions. La première réflexion, c'est sur la décision médicale. Comme le disait Philippe Cinquin, nous avons la possibilité de mieux voir, de mieux trier, de mieux classer. C'est ce que je vous ai montré avec le diagnostic dermatologique. On peut avoir une décision qui va être améliorée avec l'ensemble des données, et on peut avoir une action avec, par exemple, un traitement qui va être assisté par ordinateur. Vous en connaissez bien sûr les exemples. Alors aujourd'hui, en 2018, sans utiliser l'intelligence artificielle, on a quand même l'evidence-based medicine, qui est finalement l'accumulation du bon sens, des meilleures analyses qui ont pu être rapportées dans la littérature et même validées par ce qu'on appelle la Cochrane Library, qui est une recension rigoureuse des analyses individuelles et des méta-analyses dans une discipline donnée. Et si vous avez une question, vous pouvez regarder là, de même que la Haute Autorité de Santé, la HAS, doivent pouvoir aider. On a donc une evidence-based medicine, une evidence-based policy.
Et donc, aujourd'hui, la décision médicale se fait sur les meilleurs faits documentés, les valeurs et les préférences du patient. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est de la médecine, c'est pour le patient. Et puis, l'expérience clinique. Et donc, aujourd'hui, même si l'évidence médecine a un peu de plomb dans l'aile, c'est tout de même la manière qui est recommandée pour porter un diagnostic, proposer un traitement, effectuer le suivi du patient. Voilà ce qu'il en est. Alors aujourd'hui, donc, nous avons des recommandations, des guidelines, des méta-analyses, comme je disais, des effets des mesures thérapeutiques et de l'observance du patient, tout cela, mais tout cela va être amélioré avec demain l'aide au diagnostic et à la décision thérapeutique qui se met en place comme on vient de le voir, la prédiction de la réponse au traitement. Ça va être horriblement difficile. J'en dirai juste un mot, puisque je pense que Catherine va en parler. Données génétiques et contextuelles. Contextuel me semble absolument important ici. Et l'actualisation, naturellement, des stratégies thérapeutiques que les recommandations guidelines ne peuvent pas suivre au jour le jour. Ils sont toujours en retard. Donc, et d'ailleurs, jamais suivi, hein, de vous à moi, en matière d'hypertension. Alors là, je peux vous garantir que autant les experts sont heureux de se retrouver aux îles Caïmans pour pouvoir discuter entre eux, autant leurs recommandations restent lettres mortes. Le suivi du patient en e-santé, c'est quelque chose qui va pouvoir effectivement être fait. L'identification d'effets secondaires potentiels aussi, et une phase 4 qui peut se faire de façon beaucoup plus rapide. Je dirais qu'avec l'utilisation des données de santé et l'intelligence artificielle, il y a eu plusieurs exemples tout à fait probants je dirais pas découverte, mais d'authentification d'effets secondaires qui avaient pu être suspectés ou montrés sur des populations moins importantes, comme par exemple l'effet de la pioglitazone, qui est un antidiabétique sur le cancer de la vessie, ou encore sur la rosiglitazone, un autre médicament de la même famille des pipergamma et qui entraîne un excès, un surcroît d'accidents cardiovasculaires. Donc, est-ce que nous allons vers une evidence-based medicine, c'est-à-dire que vous allez avoir les big data et puis, pareillement, valeur préférence du patient, expérience clinique et une médecine personnalisée. Autrement dit, on va passer d'un raisonnement à l'autre. Ça, c'est en théorie, et peut-être que ça arrivera. Mais en même temps, c'est un changement réellement, il faut utiliser le terme à bon escient, je crois, paradigmatique. On va passer d'un raisonnement où vous faites une hypothèse, vous déduisez. Moi, j'avais la chaire de Claude Bernard, c'était le raisonnement hypothético-déductif du milieu du 19e, à un raisonnement qui est à ce moment-là tout à fait différent, qui va être un raisonnement devant l'étude, l'analyse critique, certes, de données qui sont fournies, sur lesquelles il va y avoir des relations, des corrélations, sans qu'il y ait automatiquement causalité naturellement. Mais donc je crois que réellement, les choses vont changer. Pas tout de suite, mais en tout cas, il faut être conscient de cela. Alors, les bénéfices actuels, certainement l'amélioration de la surveillance du système de santé, encore que, il y a des biais. Tout le monde a dit, Google maintenant prédit l'épidémie de grippe. Mais comme vous le savez peut-être, Google Flu a été stoppé par Google lui-même en 2015. Pourquoi? Parce que les gens, en quelque sorte, parasitaient le site pour pouvoir repérer la possibilité d'une épidémie de grippe. Et à l'heure actuelle, c'est un échec. Donc, il n'y a plus de Google Flu pour le patient lambda. Le cancer, vous savez très bien que là, on a fait des progrès. J'ai dit quelques mots de la pharmacologie épidémiologique et la sécurité médicamenteuse. Et je pense que les essais thérapeutiques classiques, ce qu'on appelle les randomized clinical trials, c'est-à-dire les essais en double aveugle, randomisés, etc., vont être mis, non pas de côté, ils seront sans doute toujours absolument indispensables, mais ils vont être mis à côté vont être confrontés à des essais thérapeutiques dans le monde réel, c'est-à-dire voir ce qui se passe en analysant des données massives sur l'effet de médicaments ou de médicaments conjoints pour un résultat. Alors, voilà, les bénéfices, ça c'était les bénéfices que l'on peut espérer tout de suite. Maintenant, les bénéfices qu'on peut espérer à terme, c'est l'identification de facteurs de risque, notamment en matière environnementale. Je crois que ce serait extrêmement intéressant. Regardez tout ce qui se passe sur les perturbateurs endocriniens. Je pense qu'un exemple typique, on peut espérer quelque chose des données massives.
Système d'aide au diagnostic, la personnalisation des traitements, comme je viens de le dire. Tout ça, je viens de le dire en un mot. Je crois que la participation des soignants non médecins et des patients est à mettre au bénéfice à terme des données massives. Reste à montrer qu'il y aura une réduction du coût de la santé et réellement aussi un progrès médical, ce qui n'est pas du tout évident. Je pense que tout cela reste à démontrer notamment. Je voudrais simplement rappeler, par exemple, quelquefois on peut se tromper. Alors je prends l'exemple de Francis Collins, qui quand même est un généticien hors pair, qui a découvert le gène de la mucoviscidose, et qui était l'actuel directeur du NIH, et il disait, lors de la conférence de presse en 2000, lorsque le séquençage du génome humain a été réalisé, il disait devant un parterre de journalistes que dans 10 ans, donc en 2010, eh bien, il aurait le potentiel d'offrir à chacun des journalistes la possibilité de savoir si, effectivement, ils étaient à risque de développer une hypertension, un diabète, une obésité. Aujourd'hui, un généticien des maladies complexes ou un médecin qui suit un peu le domaine peut dire que c'est absolument pas possible. Et c'est vrai aussi d'ailleurs de l'Alzheimer, d'autres choses. Et donc, c'est vraiment important de savoir qu'on peut être un peu trop optimiste parfois. Finalement, ce qui est intéressant, c'est l'épidémiologie classique et l'extraction de données. C'est ce que je vous ai dit en quelques mots. L'épidémiologie classique avec une hypothèse de départ. Et nous avons en France un grand nombre d'études transversales, des études longitudinales. Nous avons des cohortes. Nous avons plus de 500 bases de données. Donc vous voyez, il y a de quoi travailler. Au fond, si l'un d'entre vous est passionné par cela, je suis persuadé qu'il trouvera facilement une question et travailler le sujet, ou pas de question et regarder à l'extraction de données sans a priori, sans hypothèse a priori. Il faut savoir que vous ne serez pas les seuls, puisque les États-Unis ont mis en place, notamment avec Obama, la Precision Medicine Initiative, avec l'objectif de faire 1 million de patients ou 500 000 patients, le Royaume-Uni, naturellement la Chine. Toute la population estonienne est génotypée, enfin vous voyez. Et tout cela est lié, bien entendu, avec les données phénotypiques dans les dossiers électroniques. Pas toujours l'imagerie. Nous avons en France un plan génome humain qui se met en place, mais qui est beaucoup plus modeste que les études précédentes. Alors, le médecin, aujourd'hui, il peut être sceptique. Sceptique parce qu'il faut qu'on lui démontre le bénéfice pour le patient, le médecin et éventuellement pour le système de santé en général. Le médecin n'est pas un homme à chiffres. Et donc la dictature des chiffres peut commencer à lui faire peur et il peut se demander quelle est la part qui est laissée à la démarche réflexive. Il n'a pas accès aux algorithmes de décision et même les informaticiens ou les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle avec les réseaux neuronaux profonds ne savent pas exactement comment l'ordinateur peut arriver à la conclusion. La transmission sécurisée des données est un vrai problème, on l'a vu avec Cambridge Analytica. La crainte sur le non-respect des données privées et leur utilisation subreptice est un sujet que le médecin peut craindre. Voilà. Et puis il y a quand même un point important, c'est que quand vous donnez votre ordonnance au pharmacien, vos données sont prises et elles vont être utilisées, mais vous n'avez jamais demandé, on ne vous a jamais demandé si vous êtes d'accord ou pas pour que vos données soient utilisées. Alors elles sont anonymisées, mais ce n'est pas très difficile pour quelqu'un qui est du métier de pouvoir récupérer des informations qui permettent de, je dirais, centrer le type de patient, voire même son identité complète. Il y a un nouveau rapport qui s'est établi indiscutablement entre médecins et malades de ce fait. Alors, j'ai pris là les 5 recommandations de la Precision Medicine in Health and Healthcare données par la National Academy of Medicine il y a 2 ans, parce que je trouve que c'est tout à fait justifié, juste, à savoir il faut démontrer, avoir la preuve de l'effet de la médecine de précision. Et il ne faut pas considérer que c'est un fait donné une fois pour toutes aujourd'hui.
Ils disent qu'il faut accélérer l'intégration des données cliniques, c'est pas facile, et l'évaluer. Promouvoir l'intégration finalement dans le soin de tout ce qui peut provenir des informations omiques, protéomiques, génomiques, etc. Ils insistent sur le fait, ça c'est assez américain, qu'il faudrait améliorer les systèmes de remboursement des startups qui s'intéressent à développer, je dirais, des systèmes d'information ou d'utilisation de médecine connectée. Il y a eu des coups d'arrêt qui ont été portés par la FDA à ces remboursements. Et ils insistent aussi sur le fait qu'il faut engager le public à être conscient de tout ce qui arrive et à l'aider dans cette réflexion. Alors finalement, je termine en vous disant que c'est absolument passionnant. Moi, je crois que réellement, là, on est dans une... C'est formidable. Malheureusement, moi, j'ai un certain âge, je ne verrai pas tout. Mais enfin, en tout cas, j'aurais eu la chance de vivre une révolution numérique. Moi, j'ai commencé à écrire mes articles avec un système qu'on avait développé, que mes collègues avaient développé au NIH en 1968. Je me rappelle l'abstract, qui était le premier Word. Un des premiers Word, qu'est-ce que c'était pénible. Et bien maintenant, avec tout ce que nous avons des outils merveilleux. C'est un nouveau savoir. C'est un nouveau mode de raisonnement, comme je vous dis. C'est un nouvel enseignement. On ne peut plus se contenter de faire l'enseignement comme si de rien n'était. Le radiologue, on peut lui montrer les images, mais d'un côté, il sait très bien, le radiologue actuel, que ces images vont être confrontées à un pool de radio qui vont pouvoir éventuellement rectifier le diagnostic. Si tant est, mais le radiologue reste très important. Il peut parfaitement repérer quelque chose qui n'avait pas été programmé dans la demande de l'examen radiologique, et donc il a sa place. Et puis il va interpréter ça, encore une fois, en fonction du contexte. Mais c'est un nouvel enseignement qu'il faut que nous assumions. Et puis je pense que ce qui est absolument passionnant, c'est de passer finalement d'une médecine de population à une médecine individuelle. Je pense qu'il ne faut pas être trop optimiste, quand même, en se disant que ça va se faire rapidement. Même dans le domaine du cancer, ce n'est pas évident tout de suite. Alors, je termine par Claire Bretécher, que j'aime bien, comme vous, sans doute, dans ces fameuses bandes dessinées sur le docteur Ventouze. Vous voyez le médecin qui est en train d'interroger et de mettre sur ordinateur les différents symptômes qu'accuse le malade. Il voit que, à la suite de tous ces plaintes, il dit « c'est dans la tête », si vous pouvez me lire. Voilà, il sort une ordonnance toujours avec l'ordinateur. Le malade se rassoit. Et puis, le médecin se lève et sort une boîte de fruits confits et dit au malade qui n'en veut pas, mais si, prenez-le, je vous dis, c'est le facteur humain. Donc n'oublions jamais ça. Merci. Merci beaucoup Pierre pour cet exposé, pour nous avoir fait part de votre passion, aussi pour avoir démarré par le service médical rendu, qui est quelque chose qui nous est cher ici et sur lequel je pense qu'il y a effectivement des enjeux majeurs en matière de traitement des données, d'intelligence artificielle. Et je crois que vous avez bien mis en avant aussi toute une série d'enjeux, la qualité entre autres, qui précisément font partie de des questions qui vont se poser. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Merci beaucoup pour cette très belle présentation et ce résumé. Donc en fait, en voyant tout ça, moi je me pose quand même des questions sur l'avenir du médecin et surtout du médecin français ou européen. Parce que quand on voit par exemple que Amazon commence à acheter déjà des clichés de radio, etc. en Inde pour le prix d'1 €, je me dis, et nous en fait bien sûr il y a des questions d'éthique, de privacy des données, etc. Je me dis en fait où est-ce qu'on va se retrouver dans 10 ans et est-ce que le médecin français européen va pouvoir concurrencer justement ce qui se passe en Chine, en Inde, guidé par Amazon ou Google. Voilà, qu'est-ce que vous voyez dans 10 ans en contexte général pour les médecins et surtout pour les médecins européens et français? Je pense que ces médecins, le corps médical va être amené à
à être formé, le nouveau corps médical va être amené à être formé de façon à pouvoir tenir compte effectivement de l'apport qui va lui être donné, qui va être, pas gratuitement, mais qui va être automatiquement exploité par, d'une part, des patients, l'entourage des patients, j'insiste, parce que le patient ne vient jamais seul, il a toujours été influencé par son entourage, et puis aussi tout le système dont je n'ai pas parlé, mais assurantiel. C'est-à-dire qu'il va venir aussi, à l'heure actuelle, on est encore dans une période de moratoire. En tout cas, au Royaume-Uni, le moratoire est dit clairement n'existait que jusqu'en 2019. Donc, si vous voulez, le médecin va avoir à gérer une complexité qu'il n'a pas aujourd'hui en tête. Quand je vois qu'un médecin n'a pas d'obligation à suivre un enseignement post-universitaire, c'est recommandé, mais il n'y a pas d'obligation formelle. Je me dis que c'est extrêmement inquiétant. Alors, l'ordre des médecins qu'on accuse quelquefois un peu vite, j'ai regardé ce qu'avait dit l'ordre des médecins sur la médecine numérique, etc. Il y a des gens très bien qui, au niveau de l'ordre des médecins, s'intéressent à ces questions. Mais ils s'y intéressent en termes de définition. Qu'est-ce que c'est que la télésurveillance, la téléexpertise, la téléconsultation? Ils s'y intéressent en termes de remboursement. Qu'est-ce qu'on rembourse et combien et comment, dans quelles conditions? D'ailleurs, c'est vrai aussi pour le médecin européen. Moi, je pense que le vrai problème, c'est à la fois donc un problème au niveau des universités, des facultés de médecine, de repenser l'enseignement. On l'a bien fait pour l'évidence-based médecine, mais rappelez-vous toutes les difficultés qu'on a eues quand on a voulu faire les analyses d'articles critiques, etc. Dans ma faculté, Broussais-Hôtel-Lieu, il n'y avait pas de cours de statistique jusqu'en 85-90. Pas de cours de... Comment un médecin pouvait-il prescrire ou comprendre un essai thérapeutique sans avoir le minimum de background sur les probabilités, les stats? Donc, si vous voulez, il y a un énorme travail à faire. Hein. Moi, je crois que ça devrait être la priorité numéro 1 de réflexion des facultés de médecine aujourd'hui. Votre réponse a sûrement beaucoup plu au vice-doyen de la faculté de pharmacie, puisque c'est un enjeu, effectivement, je pense, pour la formation. Et du coup, si je peux prolonger, parce que je crois qu'effectivement, c'est une part importante, que diriez-vous de l'intelligence collective ? C'est-à-dire, on parle ici d'intelligence artificielle, mais dans les outils que vous avez présentés, il y a un enjeu majeur qui est le partage des données entre professionnels de santé, également avec le patient. Est-ce qu'on peut espérer qu'un niveau supérieur de l'exploitation de ces données, donc une forme d'intelligence collective, puisse émerger? Est-ce que vous la sentez déjà au travers des exemples que vous connaissez? Moi, je pense que l'intérêt de l'hôpital, c'est l'intelligence collective. C'est le partage d'expériences. Avoir un staff sur une maladie complexe, avoir une réflexion pluridisciplinaire chez un patient cancéreux, comme maintenant ceci devient indispensable, je pense que c'est une sorte d'intelligence collective qui se met en place. Donc je pense que le médecin isolé ressent parfaitement cela. Et si nous mettons en place les outils d'une intelligence collective, on progressera. À l'INSERM, l'expertise collective a été, je crois, un progrès par rapport à l'expérience ou l'expertise individuelle. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose là aussi sans doute à encore mieux structurer. D'autres questions? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc vous nous faites part de votre optimisme quant aux résultats que vont fournir les outils informatiques d'analyse des données. Et il y a quand même un éléphant dans la pièce, comme disent les anglo-saxons. Vous l'avez mentionné sur une de vos slides précédentes, c'est le fait que les médecins n'ont pas accès à la compréhension de l'algorithme. Alors, je vous rassure, les informaticiens non plus. Et c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire que les réseaux de neurones, quand on travaille sur ces sujets-là, on se rend compte que c'est un ensemble de recettes numériques avec très peu de résultats théoriques sur la convergence des algorithmes. Donc quand il s'agit de reconnaître des photos de chats sur Internet, les conséquences sont relativement minimes. Quand il s'agit d'orienter les étudiants dans des filières d'études, là on commence à basculer dans des choses un petit peu plus graves. Et quand il s'agit de prendre des décisions pour des patients, peut-être qu'il peut y avoir des conséquences dramatiques. Donc je voulais savoir comment éthiquement les médecins se positionnent par rapport à ce problème, cette incertitude et le flou autour de cette technologie. Est-ce qu'on joue avec le feu?
Et si oui, quelles sont les précautions que vous pensez devraient être mises en place dans la communauté? Alors vous posez une question clé que je n'ai pas abordée, mais bien sûr qu'il faut aborder, c'est bon, le degré de compréhension, il est nul, hein, bien entendu, de la part des médecins, mais comme vous l'avez dit, et comme je l'ai juste mentionné, sur la manière dont l'algorithme peut arriver à établir un diagnostic pour le cancer cutané que je montrais, reste là aussi, entre guillemets, mystérieux. Et donc, ça pose la question de la responsabilité de qui donc, clairement, de la même manière que la voiture sans chauffeur, c'est le chauffeur de la voiture qui est responsable et non pas l'algorithme ou le logiciel, c'est pareil. C'est le médecin qui est responsable in fine. Et là où je vois des difficultés, et franchement je ne fais que poser le problème de façon pratique tel que vous l'avez dit, c'est que s'il y a une discordance, après tout là, je vous ai montré, il y avait une discordance entre le diagnostic du dermatologue intelligent versus un panel de 16 ou 18, peu importe, experts. Alors, qui va prendre la décision? On n'opère pas si on suit effectivement, disons, l'un ou l'autre, mais s'il y a un problème, c'est quand même le médecin qui est responsable. Donc ça va être posé, moi ça pose tout de suite un problème majeur, ça c'est clair. Et comment expliquer ça aux malades? Ça c'est la deuxième étape. Parce que le malade, bon, vous lui dites, vous allez prendre ça. Aujourd'hui, moi, je lui dis, mais écoutez, regardez l'étude de Framingham ou l'étude thérapeutique machin, vous avez toutes les preuves, entre guillemets, evidence-based medicine, que ça devrait marcher. Vous voyez la difficulté aujourd'hui avec les statines. Les statines, tout le monde conteste. Et pourtant, on ne peut pas avoir mieux en matière de evidence-based medicine. D'accord. Alors, vous comprenez bien que si on arrive avec un diagnostic, une proposition de traitement sur des arguments que le médecin ne peut pas appréhender, ça va être particulièrement difficile. Donc, pour répondre franchement, je ne peux pas vous dire qu'il y a une recette, il va falloir qu'on travaille indiscutablement. Voilà. D'autres questions? Oui. Monsieur Corvol, je voulais avoir votre opinion sur l'influence éventuelle du développement que vous venez de nous faire sur ce qu'on appelle la médecine défensive, qui est une réalité, puisqu'une enquête relativement récente de la FHF, auprès de 803 spécialistes, a démontré que 33% des actes médicaux ne reposent sur aucune indication médicale, aucune des actes de prescription, etc. Donc la médecine défensive, c'est une manière de se protéger contre le risque médico-légal. J'en ai un exemple très évident dans ma discipline qui est l'obstétrique, c'est l'inflation des césariennes pour de vagues anomalies du rythme cardiaque fœtal qui ne sont que des faux positifs de cet examen. Alors, qu'est-ce que vous envisagez dans l'avenir? Est-ce que l'on va... Je pense que ça peut être un élément de diminution de cette frange de l'exercice médical qui est tout à fait nocif à notre profession et à la santé publique d'ailleurs. Ça coûte et c'est inefficace. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet apport éventuel de développement que vous venez de nous faire? Oui, je pense qu'on apporte, je dirais là, des arguments qui sont différents de ceux que nous apportions. Avant, nous avions un discours rationnel devant un médecin, devant un patient, lui disant, ben voilà, il n'y a pas lieu de faire cela parce que, dans mon expérience ou dans l'expérience collective, il n'a pas été montré qu'avec telle image, il y ait lieu de traiter l'image parce que, en fin de compte, c'est une image anodine. C'est particulièrement vrai dans ce qu'on appelle les incidentalomes, qui sont dépistés de plus en plus fréquemment par une imagerie systématique. On trouve une petite boule quelque part, qu'est-ce qu'on en fait? Donc la médecine défensive, ce serait la chirurgie défensive, on enlève l'image. Il faut être courageux pour dire à son malade, non, il n'y a aucun argument, on va vous surveiller de cette manière-là, on va regarder. Moi, ce que j'espère, je parle des incidentalomes parce que on l'a rencontré dans notre pratique avec les incidentalomes surrénaliens. C'est pas rare. L'hormonologie pour rechercher une cause endocrinienne d'hypertension est à la limite moins performante que l'imagerie.
Et donc, on s'est retrouvé avec des incidentalomes. Et bien, il fallait un certain courage pour dire, ben non, écoutez, on a une corde qui montre que on s'abstient. On s'abstient. C'est plus facile d'intervenir que s'abstenir. Donc voilà, ce que j'espère, c'est que nous aurons à ce moment-là des poules de données qui montreront qu'effectivement, suivant le contexte, l'âge, le sexe, le type de maladie antérieure, etc., eh bien, effectivement, on peut s'abstenir et non pas avoir une attitude de médecine défensive. C'est ce que j'espère. Ce serait un apport à ce moment-là, substantiel. Vous avez raison de le dire. D'autres questions? Sur la notion de la non-observance que vous avez évoquée, parce qu'effectivement c'est un enjeu majeur dans énormément de pathologies, et donc ça pose vous avez mis en avant l'intérêt des associations de patients. À Grenoble, on a la chance d'avoir une université des patients. Il n'y en a pas beaucoup en France, et effectivement c'est un enjeu majeur. Donc c'est des patients experts qui jouent un rôle important justement dans la diffusion des données, la diffusion des bonnes pratiques. Mais alors par rapport au sujet que vous avez abordé, comment peut-on faire reculer la non-observance, et est-ce qu'on peut attendre du fait que les informations soient peut-être plus facilement disponibles, justement qu'on ait un certain nombre d'éléments de preuve? Comment voyez-vous le recul possible de la non-observance avec ce type d'approche? Oui, je sais qu'à Grenoble, vous avez une université de patients, vous avez des patients experts, que vous pensez peut-être même à la diplômée. Enfin bref, Oui, bien sûr, ils ont peut-être déjà diplôme. On va passer le prochain docteur dans pas très longtemps, je ne sais pas s'il est ici. Non, mais je trouve que c'est formidable, c'est très bien. À Paris 6, je crois, fait pareil, oui. Marseille aussi. Ouais. Enfin bref, c'est vraiment la médecine participative et intelligente, et c'est très bien. Alors, on a été intéressé pour répondre à votre question, à essayer de profiler justement les patients qui ne suivaient pas leur traitement. Et donc, à partir de certaines caractéristiques que je vous donne pour un patient hypertendu qui est à risque de n'être non observant, c'est un jeune, célibataire, fumeur, asthmatique, avec un emploi qui est relativement précaire. Donc on a vu là qu'il y avait une insuffisance de traitement. Voilà. Ceci dit, on a découvert aussi autre chose. C'est que chez les patients qui sont tirés au sort pour un essai thérapeutique et dont on peut suivre, monitorer le médicament qu'ils sont censés prendre, on a trouvé la chose suivante. C'est une grosse étude qui a été faite, qui s'appelle Diabicar, sur les inhibiteurs de l'enzyme de conversion dans le diabète modéré avec discrète insuffisance rénale. 20% des patients qui étaient censés prendre l'inhibiteur de l'enzyme de conversion ne le prenaient pas, classique. Mais chose intéressante, à peu près le même pourcentage de patients qui étaient censés ne pas prendre l'inhibiteur de l'enzyme de conversion le prenaient. Donc à l'heure actuelle, à l'HEGP, nous avons la chance d'avoir un spectre de masse, et dès que nous avons ce qu'on appelle une hypertension entre guillemets résistante, première chose, nous dosons tout. Et là, je reviendrai, ou mes collègues plutôt reviendront vous donner les résultats, mais c'est plutôt surprenant. Donc là aussi, c'est l'aspect humain des choses. C'est pour ça que je vous relançais sur cette direction, parce qu'effectivement, c'est absolument essentiel. Complètement, vous avez raison, bien sûr, bien sûr. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier à nouveau, très chaleureusement. Merci beaucoup.